bienvenue à tous pour ce cinquième webinaire que l'on a intitulé Face à l'incertitude de l'après, être soutenu pour soutenir. Alors nous, Déclic, bien sûr, on a fait ce choix de vous offrir des temps de soutien, d'échange à partir de quelques notions fondamentales de ce qu'est le processus de Marshall Rosenberg qu'on a intitulé la communication non violente. Et notre intention étant vraiment de vous soutenir le plus concrètement possible dans cette période extraordinaire, qu'il y ait reprise ou pas. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes pour un grand nombre de régions. Et là où je trouve que la vie est assez comique à certains moments, c'est qu'hier, il y a une circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui a été envoyée dans tous les établissements scolaires. Et c'est une circulaire du ministère relative à la réouverture de l'école et des établissements. Et donc, c'est une circulaire dans laquelle, et je vais lire quelques passages parce que j'aime beaucoup faire du lien entre ce que propose le ministère et là où nous, on imagine être une valeur ajoutée dans du soutien concret. Donc, ce qui est noté dans cette circulaire, c'est que le retour à l'école des élèves implique de prendre en compte des dimensions sociales, psycho-affectives et familiales par rapport justement à ce qui aura été vécu dans cette période de confinement. Et qu'en effet, le Covid-19 a un impact majeur sur la société. Et que certains élèves seront touchés directement, soit par la maladie, la perte d'un proche, l'isolement, certainement touchés par des violences, et certains vivront le retour comme une séparation douloureuse de leur famille. Et donc, dans les préconisations, il est noté dans cette circulaire des temps d'échange qui permettront de sécuriser les élèves, écouter ce qu'ils ont vécu, identifier d'éventuelles situations traumatisantes et enfin leur expliquer les nouvelles règles de la vie en commun. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais à la fois heureuse, amusée et en même temps, je dirais avec ce même élan de soutien qui est le mien, de regarder que oui, il y a des préconisations et que moi, j'ai envie d'accompagner les moyens de ces préconisations. Et donc, dans l'introduction, vous avez certainement dû lire que face à la certitude de l'incertitude, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a intérêt à continuer à développer les compétences pour accueillir les émotions, celles des élèves comme celles des parents, celles des collègues, les nôtres aussi, et quelle que soit l'intensité des joies et des peines. Et comment est-ce qu'on va asseoir cette solidité, notre solidité intérieure pour avoir les moyens de ce retour et pour être au service de la communauté pour laquelle je suis engagée, que ce soit dans mon rôle d'ATSEM, mon rôle d'enseignant, mon rôle de chef d'établissement ou d'inspecteur. Alors, où est-ce qu'on en est depuis ces webinaires ? On a fait un point sur les bases de l'écoute empathique et les pièges d'écoute à éviter. On a commencé à apprendre à s'écouter un peu. On a commencé à regarder que quelles que soient les critiques qui viennent de l'extérieur, les choses qui seraient difficiles à recevoir, il y a plusieurs moyens de les accueillir et qu'au fur et à mesure, on va grandir dans le fait que quel que soit ce qu'un être humain dit, il parle de quelque chose d'important pour lui. Et que si je me souviens de ça, peut-être que je vais rester dans ma solidité intérieure. Et puis la dernière fois, le titre de notre webinaire, c'était un clin d'œil à Marshall et son livre, Les mots sont des fenêtres, parfois des murs, parce que là, on a repéré les habitudes de langage qui peuvent être à elles seules des pièges sans qu'on se rende compte réellement de la portée de nos paroles. Et on avait vu dans ce cadre-là que on avait identifié 3 types d'habitudes de langage dont les conséquences peuvent être de la rupture de la relation ou en tout cas avoir un impact sur le fait que ça suscite des réactions chez nos interlocuteurs et surtout ça diminue l'élan de contribution des personnes auxquelles on s'adresse. Alors, j'ai envie, là pour cette fois, de faire un petit pas supplémentaire à partir des retours et notamment, on a, grâce à Karine, on a eu du soutien qui nous a offert une liste qui était un récapitulatif de tous les mots qui ont émergé de vous pendant ces 4 précédents webinaires, avec des sentiments qui sont vécus comme agréables, des sentiments qui peuvent être vécus comme désagréables, et on se souvient que les sentiments
Et les émotions, c'est simplement le témoin de quelque chose qui veut être entendu à l'intérieur. Il y a une liste avec des sensations corporelles, avec des besoins qui sont classés et puis des jugements. Cette liste, on va vous la faire parvenir dans les documents post-webinaire. Mais ce qui nous a intéressé déjà, c'est de repérer que tous les mots eh bien, sont des mots qui ont naturellement émergé au moment où eh bien, je vous amenais à regarder comment c'est à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vous fait, de quoi là ça parle d'important, est-ce qu'il y a un besoin quelconque. Et de regarder que la communication non violente, finalement, c'est moins quelque chose à apprendre qu'à redécouvrir. C'est notre état naturel. Et après, à partir de cette conscience, il y a des mots qu'on va comme, je vais dire, entre guillemets, ranger dans des cases pour regarder qu'est-ce qui va servir à la relation et qu'est-ce qui va vous la desservir. Et dans la catégorie des sentiments, et c'est là où j'aimerais faire le petit pas supplémentaire par rapport au webinaire précédent, eh bien, c'est de vous inviter à un petit pas de conscience supplémentaire où quelquefois, il sort de notre bouche des mots que l'on imagine être du registre des sentiments puisque ça commence par « je me sens » et à partir desquels, derrière, il y a des pièges. Catherine, est-ce que tu es d'accord pour me citer un ou deux mots du registre de ce qui a été noté comme des sentiments et qui en fait sont ce qu'on va appeler, nous, des évaluations masquées? Oui, alors il y avait des évaluations masquées sur soi-même. Je me sens inutile, je ne me sens pas à la hauteur. Et d'autres qui impliquent quelqu'un d'autre, je me sens déçue, jugée, incomprise, rejetée, agressée. Alors, petit point, parce qu'il y a ceux qui ont eu des formations à la communication non violente et puis ceux qui découvrent ce processus grâce à ces webinaires. Et ça fait partie des grandes joies pour moi de voir qu'on a pu toucher des personnes qui n'auraient jamais eu peut-être le temps ou les moyens de faire des formations et pour lesquelles c'est quand même un petit plus. Donc ça, c'est vraiment une grande joie parce que mon intention, c'est pas de réserver ce processus à des gens qui auraient les moyens du temps ou les moyens financiers, mais de pouvoir élargir cette conscience au plus grand nombre. Alors, vous voyez, ça commence par « je me sens ». Donc, je peux me sentir, je pourrais dire « je me sens inutile » ou « je me sens bête ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si je prends un petit peu de temps, je suis juste en train de me rendre compte que je porte un jugement sur moi. Je me sens bête ou inutile. Ok, c'est quoi l'effet? Ben voilà, je suis ATSEM dans une école et puis en fait, je me retrouve et j'ai pas de travail et je me dis, bah ouais, je suis inutile, en plus je suis payée. Et ça, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui m'a laissé un message, qui est venu dans un de mes stages. Et voilà, j'avais envie de prendre en compte ce qui avait été noté dans les retours pour Christine et de regarder qu'à un moment, je pourrais dire, je me sens, vous voyez, je me sens bête ou inutile. Et de regarder comment ça me fait dedans. Mais en fait, quand moi je me juge inutile, il y a comme un truc qui se coupe. Alors l'effet, c'est quoi? Eh ben, c'est, je fais habituellement partie d'une équipe, j'ai une place, et puis là, sur ce temps extraordinaire, eh bien, d'école à la maison, d'école par correspondance, eh bien, c'est comme si l'équipe des éducateurs, eh bien, peut-être n'a pas pensé finalement à m'inclure dans la réflexion de comment moi je pourrais être en soutien. Et derrière cette évaluation masquée, je me sens inutile. Peut-être il y a une grande tristesse à la mesure de là où j'ai envie de contribuer. Donc, vous voyez, il y a les évaluations masquées qui vont être vers nous et qui finalement, c'est comme un petit coup de poignard. C'est comme si on se juge et c'est jamais très confortable le jugement contre soi. Et il y a les évaluations masquées pour lesquelles il va y avoir une attention particulière parce que si ces évaluations masquées, elles sont exprimées, eh bien, il est possible que l'autre entende un jugement. Est-ce que tu peux me redire deux exemples, Catherine, parce que je les ai laissés passer entre-temps, là? Je me sens déçue, Oui, voilà. Donc je là, me le sens piège. Mhm. Donc, jugée. donc, je m'adresse à une famille et puis vraiment, j'éprouve une forme de déception, mais je ne me rends pas compte que si je dis, bah, je me sens déçue quand je vois, par exemple, toute l'attention que j'ai mise à vous envoyer des cours et à ne pas avoir de retour, il est fort à parier que la personne le vive comme une attaque. Alors, on va regarder de quoi ça parle, en fait, cette déception. Peut-être qu'il y a une tristesse,
peut-être qu'il y a de l'agacement, mais de regarder que si j'utilise un mot qui ne parle que de moi et qui ne se mélange pas à l'autre, alors je vais augmenter mes chances de pouvoir maintenir le lien. Alors bien sûr, je suis consciente que ces webinaires, ce n'est pas des formations, on est juste en train de vous donner des petits trucs et que globalement, ça nécessite un approfondissement. Mais il était important pour moi de ne pas vous laisser vous embarquer dans la reprise, s'il y a reprise pour certains. De toute façon, il y en aura bien une à un moment donné, même si c'est septembre ou je ne sais pas. De regarder que ce n'est pas parce que je commence par « je me sens » qu'il n'y a pas un petit piège derrière et ces mots seraient ce qu'on appelle des évaluations masquées et vous aurez la liste dans le document que vous allez recevoir après le webinaire. Donc, j'espère que j'ai été assez précise. Est-ce que, Catherine, il y a des questions en lien avec ça? J'ai perdu Catherine. Oui, tu m'avais perdu. J'ai des coupures de réseau. Ah. Voilà. Tu m'as demandé quelque chose? Oui, je voulais savoir s'il y avait des questions particulières en lien avec ce que je viens de partager, si j'avais été assez précise sur ce qu'étaient les évaluations masquées, parce que c'est comme si, pour moi, ça continuait le webinaire précédent de tous les pièges qui sont habituellement dans notre langage et dont on ne se rend pas compte parce que jamais personne nous a amené à prendre la mesure de l'impact de certains mots. Donc, je voudrais être sûre d'avoir été assez claire. Alors, il y a une demande. Du coup, qu'est-ce qu'on dit quand on se sent déçu? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, vous allez voir, il y a des mots qui sont piégeux parce qu'ils sont à la limite. Et déçu, c'en est un. Et il y en a un autre aussi que j'aime bien dans la limite, c'est blessé. Parce que je peux éprouver une profonde déception à la mesure de tout ce que j'ai fait. Je me dis, oh non, de bleu, je me suis cassé la tête, j'ai essayé de trouver des trucs pédagogiques différents. Et puis c'est comme si, en fait, eh bien, l'autre n'a pas vu ça comme un cadeau. Alors, je peux éprouver de la déception. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien, au moment où je vais m'exprimer à la personne avec laquelle j'aimerais pouvoir lui partager ça, je vais juste me poser une seule question. Est-ce que j'ai une image d'ennemi de la personne à laquelle je m'adresse? Si j'éprouve de la déception dans mon corps et que je sais que ça parle juste d'un besoin chez moi et que l'autre n'apparaît pas comme une image d'ennemi, alors je vais pouvoir utiliser ce terme. Si je me dis je suis déçue à cause de l'autre, ah ok, alors peut-être que là j'ai besoin d'écouter tous les jugements que j'ai sur l'autre, et on a vu au décours des différents webinaires combien les jugements c'est la matière première mais tellement idéale de ce processus. Bien sûr, pas ce que je vais dire à l'autre, ce que je vais garder, aller regarder, je vais dire voilà, tout ce qui me vient, tout ce qui me passe par la tête sur ce ou ces parents-là, puis de regarder derrière la déception, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être une forme d'inquiétude de ne pas avoir atteint ma cible, et de regarder comment, depuis ce mot des émotions, je vais partager ce qui était tellement important pour moi. Et je vous disais aussi dans les préconisations qu'il y a des moments où moi je peux faire le choix de ne pas parler de l'émotion, parce que comme nous avons été conditionnés à croire que nous sommes responsables des émotions des autres, il est fort à parier que les parents ou les collègues ou les enfants auxquels vous vous adressez sont aussi dans ce conditionnement. Et quelquefois, moi je préfère directement aller droit au but avec le besoin. Et il m'arrive aussi de commencer par une demande en disant, ben voilà, ça fait plusieurs cours que je vous ai envoyés. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a juste empêché de répondre? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de matos? Je voudrais avoir de la clarté. Est-ce que parce que vous n'avez pas eu les moyens? Est-ce que vous étiez débordé? Je veux comprendre. Et puis de cette compréhension mutuelle, je suis sûre qu'on va retisser des choses au service de votre enfant. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu par rapport à la déception. Est-ce qu'il y a autre chose, Catherine? Oui, si je me sens dévalorisée, du coup, est-ce qu'en fait, je donne du pouvoir à l'autre, en fait, en faisant ça? Alors, là, c'est la même chose. Je me sens dévalorisée. Est-ce que je me sens dévalorisée par quelqu'un d'autre? C'est possible parce que moi, je peux me dévaloriser toute seule. Il n'y a pas de souci. Ça, j'ai des grandes compétences en termes d'autonomie pour me taper dessus. Mais si effectivement, je dis je me sens dévalorisée et qu'il y a quelqu'un d'autre dans la relation, alors c'est aussi une façon effectivement de mettre le pouvoir à l'extérieur, ces fameuses références externes qu'on a vues la dernière fois.
Et donc, si je vis la relation comme dévalorisante, de quoi j'ai besoin? Je vais prendre un petit temps. Si je me dis que l'autre me dévalorise, j'essaie de regarder à l'intérieur de moi parce que j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de réponse toute faite et c'est en ça où j'adore ce processus, c'est que d'instant en instant, une émotion, eh bien, elle peut parler d'un besoin, le lendemain d'un autre et le surlendemain encore d'un autre. Donc, j'arrête de savoir et pour moi et pour les autres et là, je suis dans la plus grande des détentes. Donc, si je me raconte que l'autre me dévalorise, là, ce qui me vient, peut-être j'ai besoin de retrouver une sorte de capacité à dire stop quand je perçois que c'est plus que ce qui est nécessaire pour moi. Quelque chose autour de l'affirmation, de retrouver mon pouvoir. Mais peut-être aussi, ça peut aller jusqu'à me protéger. Qu'est-ce que je fous dans une relation où je vis de la dévalorisation? Et peut-être ça va m'amener à faire des choix. Voilà ce qui me vient là, juste en me laissant traverser. Autre chose, Catherine, si tu veux compléter, surtout, tu ne te gênes pas, hein, comme d'hab. Merci. Non, sur ce sujet, c'était les seules questions. Ok. Alors après, on a envisagé de répondre à certaines questions qui sont restées en suspens par rapport aux autres webinaires et qui, j'imagine, aussi contribuent avec cette dynamique autour de la reprise. Il y a quelqu'un qui nous partageait la solitude quand on commence à intégrer la communication non violente et dans des milieux où les autres eh bien, ne pensent pas comme nous, ne voient pas le monde comme ça. Alors, bienvenue dans ce club de gens qui sont en marche. Et un jour, ma marraine me disait, à un certain niveau de conscience, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui volent dans le ciel. Et cette phrase, je me la rappelle pour tous les moments où j'aimerais qu'on soit plus nombreux à voir le monde sous cet angle-là. Et c'est ce qui m'a donné, moi, envie de transmettre et de faire le long chemin de la certification. Eh bien, pour être sûr, en fait, d'augmenter le nombre de copains et de copines de jeu dans le bac à sable avec cette vision du processus. Et que si je me sens seule, quelquefois, au milieu de communautés qui ne voient pas le monde comme ça, alors soit j'ai une grande capacité à être en auto-empathie pour accueillir cette solitude et de pouvoir rester avec, parce que souvent elle parle d'un rêve hein, qui est celui d'être jointe, soit c'est le moment où je vais demander de l'écoute empathique, et puis c'est le moment aussi où je vais regarder, est-ce qu'il y a un bout chez moi qui croit que la communication non violente, ce serait mieux que le reste et que les autres, ce serait vraiment important qu'ils me rejoignent. Vous voyez, dans cet élan qu'on peut avoir de convaincre l'autre, là où l'autre nous a rien demandé finalement, parce que peut-être que son mode de fonctionnement correspond tout à fait aux valeurs qui sont les siennes, et qui serait moi pour croire que la CNV, c'est mieux que le reste. Moi, je vois que quand je me pose ces questions, je vois que je peux m'y piéger encore sur tous les aspects de moi qui pourraient avoir encore envie d'en convaincre certains. J'aimerais vous dire que ça peut aussi encore m'arriver. Donc, j'espère que j'ai été assez précise. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Catherine? Non, ça va. Ouais. Alors, oui, une autre question qui était quelqu'un qui demandait, je lis en même temps pour être sûre, quelqu'un qui partageait qu'on lui avait répondu dans son entourage, on ne peut pas regarder quelles sont les conséquences de nos paroles sur les enfants, parce que si on pense que telle ou telle phrase peut avoir des conséquences sur l'enfant, on n'est pas naturel ni spontané, et là on est dans des suppositions et que ça peut faire du mal à l'enfant, et que finalement tout est expérience de vie. Et la personne disait qu'elle était démunie par rapport à ça. Alors, moi, j'entends plusieurs niveaux dans cette question autour du fait que, au départ, si la communication non violente, elle est utilisée dans « oh, je me sens parce que j'ai besoin d'eux », et j'aimerais vous dire que ce n'est pas le but de ce processus. C'est pour ça que les formations, eh bien, ce sont des formations souvent qui sont faites à partir du vivant, et on voit que les sentiments, les besoins, les observations, j'aime bien prendre cette métaphore de l'infirmière que je suis, sont comme nos vertèbres. Si je vous voyais, là, tous autant que vous êtes devant moi, eh bien, quelque chose en moi, c'est que vous avez l'atlas, l'axis et jusqu'au coccyx. Mais à aucun moment, je vois ces vertèbres. Et donc, c'est un repère interne et que
cette attention des étapes, hein, l'observation, les sensations, les besoins et la demande, ce sont des repères internes à partir desquels quelque chose va s'exprimer chez moi, mais que si je parle en mode robotique, oh là là, quand je vois que tu n'as pas rendu ton devoir, je me sens affolée parce que j'ai besoin de contribuer à ton apprentissage, est-ce que tu serais d'accord? Effectivement, les gens autour de vous vont considérer que c'est pas spontané ni naturel. Et c'est pas le but, puisque le but de la communication non violente, c'est de créer du lien et de maintenir des relations de qualité. Mais ce que j'entends aussi beaucoup, c'est que la personne, quand elle dit on ne peut pas non plus regarder les conséquences des paroles sur nos enfants, il y a quelque chose chez moi qui se met en lien avec peut-être beaucoup de peur, hein, de dire ah ok. Et si je commençais à prendre la mesure des conséquences de ce que je dis, peut-être que ce serait trop douloureux finalement. Et peut-être que pour cette personne, eh bien, ce serait trop dur cette remise en question. Et de regarder que peut-être pour l'instant, elle est assise sur des pilotis qui la tiennent, des habitudes de fonctionnement. Et je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal, mais peut-être que cette personne, elle pourrait craindre de prendre la mesure de quelque chose, parce que peut-être elle aurait peur tellement elle a envie de contribuer aux enfants et qu'elle croit que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant a vraiment contribué. Et certainement, ça a contribué à beaucoup d'enfants. Sauf que maintenant qu'on devient, je dirais, plus attentif aux relations, aux conséquences des mots sur le cerveau, eh bien, nous qui nous intéressons à la communication non violente, on aime partager cette vigilance, avec la conscience que certains, eh bien, sont peut-être juste pas prêts pour l'instant pour ce changement. Alors moi, je préfère continuer de faire ce que je fais maintenant, en espérant qu'à un moment, peut-être, eh bien, je pourrai en inspirer d'autres. C'est là mon seul et unique pouvoir. Et toute expérience de vie, oui, c'est vrai, toute expérience de vie, mais je trouve qu'il y en a qui sont quand même plus tragiques que d'autres. J'enchaîne parce que c'est un petit peu la même veine. Une autre question, quelqu'un qui disait comment faire au sein d'une famille quand pour l'un l'éducation passe par des références externes et quand pour l'autre parent ça passe plutôt par la construction de références internes. Quel impact pour les adolescents? Moi, je crois tellement, mais tellement, 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 et c'est mon expérience, aux compétences des enfants de savoir ce qui est bon pour eux, qu'il y a quelque chose en moi qui est très tranquille à l'idée que quand les enfants ont deux modèles, ils vont choisir le modèle qui leur convient, c'est-à-dire celui qui va dans le sens de la vie. Et ouais, je crois que c'est vraiment une expérience que j'ai vécue dans les lycées où les gamins disaient ouais mais c'est bizarre avec vous, c'est pas pareil. C'est un peu énervant parce que vous, ouais, c'est comme si vous nous comprenez, puis alors après c'est comme si on est obligé de venir parce qu'on aime bien. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une expérience chez moi qui dit, bah, sachant que tout le monde n'a pas à adhérer à ce truc-là, laissons aux jeunes le choix de ce qui leur convient le mieux. Et je suis assez confiante avec ça. Donc, voilà ce qui me vient par rapport à cette question. Je te vois sourire, Catherine. Est-ce que ça te parle ou... Oui, oui. Et en fait, j'avais remis la vidéo pour dire une question qui est arrivée et puis tu es parti sur l'autre, mais ça va bien avec aussi. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a de la coopération qui se passe là entre les participants qui se répondent entre eux, entre elles. J'apprécie de voir ça. Et donc, c'était une Moi, question. tu veux que je te dise ce que j'apprécie, c'est que comme c'est le dernier webinaire sur ce thème-là, ça veut dire qu'ils ont l'autonomie pour se dépatouiller maintenant entre eux. Moi, j'adore. Voilà, il y avait Alexandrine qui disait, mais alors du coup, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. On ne doit pas essayer de convaincre alors sur l'approche de la CNV. Et quelqu'un a commencé à lui répondre, c'est Malou, voilà, qui dit, ben voilà, moi je peux témoigner que lors des formations CNV, ce qui infusait des formateurs et des formatrices est ce qui me reste de plus fort. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que convaincre, c'est au fur et à mesure de ce qui s'intègre, c'est ça qui peut donner envie aux personnes autour. Voilà. Merci Malou, vraiment de votre soutien ou de ton soutien, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'en formation, moi j'ai tendance à tutoyer un peu tout le monde quand c'est d'accord pour les participants. Oui, et de regarder que pour moi, dans chercher à convaincre, c'est comme si je réintègre la dynamique du bien et du mal. Ça voudrait dire que ce que fait l'autre, c'est pas tout à fait aussi bien que ce que je fais moi. Et que comme les êtres humains aiment contribuer
quand ils sont libres, dans le fait de convaincre, l'autre, quelquefois, il ne voit plus quel est son champ de liberté. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de vigilance. C'est un long chemin. Mais j'aimerais vous dire qu'au bout de plus de 10 ans, moi, je peux voir choper encore dans l'envie de convaincre parce que quand même, je trouve que comme moi, ça m'a amélioré la vie. En fait, je vois que ça démarre d'un lieu où comme moi, ça m'a amélioré la vie, mais j'aimerais tellement pouvoir offrir ça à d'autres. Et la façon que je pourrais avoir de convaincre, je vois que ça ne marche pas. J'ai envie d'ajouter ce que disaient des enseignantes là, que j'interviewais pour le chapitre dans le livre L'impasse de la punition à l'école, et qui disait en fait, je suis passée de ne pas oser montrer, parler de ce que je faisais, à convaincre, à vouloir convaincre tout le monde. Et finalement, maintenant, je suis revenue à un endroit où je ne cherche plus ni à me justifier, ni à convaincre, je fais. Et en fait, depuis que je fais ça, en fait, c'est les autres qui viennent vers moi. Ouais, merci. Ouais, cette capacité à inspirer. Tracer sa route dans les nouveaux choix qui sont les nôtres et puis regarder, est-ce qu'à un moment, on devient une source? Est-ce qu'à un moment, d'autres nous identifient comme quelqu'un qui fonctionne différemment et qui inspire et à qui on a envie de dire, hey, qu'est-ce qui se passe chez toi? J'ai l'impression que c'est différent dans la classe, la relation avec les parents, les élèves. Tu pourrais pas me fourguer 2, 3 tuyaux? Et là, de mon point de vue, c'est gagné au sens où la personne, elle vous demande quelque chose. J'étais très touchée par le témoignage de quelqu'un qui disait comment faire au sein d'une famille. Non, pardon. Non, quelqu'un qui disait oh, c'est tellement difficile de revenir sur des moments où on s'est exprimé en mode chacal. Donc, j'aimerais dire que le chacal, hein, c'est un adorable animal. Hein, c'est juste le témoin de notre conditionnement du langage. Hein, c'est juste une girafe qui a un trouble de l'élocution. Donc, c'est dur quand on s'est exprimé en girafe avec un trouble de l'élocution parce que les dégâts sont difficiles à faire oublier, même quand on y revient en essayant de parler vrai et de prendre la responsabilité de nos paroles. Oui, je reconnais combien c'est difficile. Et j'aimerais vous dire que la girafe, elle se désole. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mouvement de la désolation. À un moment, je pose un acte, je mesure que ça a des conséquences tragiques pour la personne pour laquelle cet acte a été posé. Et je peux me désoler, dire ouais, voilà, je suis tellement désolée quand je vois l'impact que ça a eu et quand je vois combien ça laisse des traces chez toi et pour notre relation. Est-ce que tu as une idée de comment il y aurait une réparation possible? Et peut-être ça va marcher et peut-être ça va pas marcher. Et c'est là où ça fait suite à la deuxième partie de la question. Parce que cette même personne dit quand on regrette des paroles blessantes et qu'on tient à en assumer la responsabilité et aller vers l'autre, eh bien, il faut comme accepter que l'autre puisse refuser ce pas vers lui, qu'il puisse refuser de nous entendre. C'est pas parce que je me désole que l'autre est prêt à recevoir cette désolation. Parce que trop blessé que cette personne est, eh bien, peut-être qu'elle n'a juste pas les moyens. Donc, de me souvenir, et ça j'avais répondu par écrit à cette personne, mais là j'aime bien vous le dire, c'est homme affamé d'empathie n'a pas d'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un a vécu ce que vous avez dit ou fait comme une blessure, et c'était certainement pas votre intention, mais en tout cas c'est l'effet que ça a fait, eh bien tant que cette personne elle n'a pas été rejointe à la mesure de l'impact que ça lui a fait, alors c'est comme si ses oreilles elles sont bouchées à toute votre désolation. Donc, se souvenir que quand quelqu'un se referme, ben, c'est qu'il n'a pas été rejoint sur sa colline, si on prend l'exemple de la colline des fois précédentes, c'est comme si il y a encore quelque chose, en tout cas, qui est suffisamment fermé et qui ne peut pas s'ouvrir parce qu'il n'a pas été entendu là où c'était tellement, tellement, tellement nécessaire pour lui. Donc, voilà, je voulais dire que ça, c'était un témoin. Alors peut-être qu'on a besoin de recevoir de l'empathie nous-mêmes pour le choc que ça nous procure hein, quand on arrive le cœur ouvert en disant, ben voilà, je suis tellement désolée, et que l'autre, en fait, soit il se tait, soit il nous envoie balader. Et de se souvenir que peut-être que l'autre, eh bien, il n'aura jamais les moyens d'entendre notre désolation. Et peut-être faire le deuil de ce qui a à être deuillé. Et après, je ferai un petit point sur le deuil. Catherine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Oui, te dire qu'il est 17h30 et qu'il y a pas mal de demandes sur du coup comment concrètement accueillir les élèves quand on va les retrouver. Mhm. Et il y a aussi beaucoup de coopération, des idées qui se partagent, mais comme tu avais prévu aussi de partager des choses. Oui, alors ça tombe bien parce que j'allais aussi intégrer les questions qui sont arrivées récemment. Comment parler du virus? Comment faire si la distanciation est difficile? Comment être positif? Et de regarder que on ne va pas chercher à être positif, en tout cas, ce n'est pas le but de ce processus. C'est, supposons que la reprise se fasse, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle va se faire, et je peux comprendre et me mettre vraiment en lien avec vos interrogations, même vos inquiétudes, de regarder que on va avoir plus que jamais à développer cette capacité à accueillir les émotions. Alors, des élèves si on est en classe, mais peut-être avant, parce que j'ai vu qu'il y a des collèges ou des lycées où il va y avoir comme des pré-rentrées. Donc, comment est-ce que pour vous qui êtes informés, vous allez pouvoir accueillir les émotions de vos collègues en sachant que certains auront vécu des choses avec une intensité particulière, que ce soit du registre de la joie, comme ce soit du registre de la peine. Et j'aimerais vraiment insister, là par rapport à la reprise, de regarder comment est-ce que vous allez organiser des tours de parole pour que chacun puisse dire comme jusqu'à plus soif. Donc, de regarder en fonction de ce qui arrive comme une urgence. Parce que j'imagine que si dans une classe, il y a un enfant dont les parents sont morts, c'est pas la même chose que si quelqu'un a vécu, je sais pas, la joie d'être avec son papa, sa maman, son frère ou sa sœur pendant 2 mois. Et que par rapport au deuil, j'aimerais vous donner quelques pistes. Et c'est justement un rappel de ce qu'on a vu les fois précédentes sur l'art de ne rien faire. Et je vais vous illustrer ça. J'animais une formation de 9 heures avec des enseignants dans une école primaire à Éragny-sur-Oise et c'était 3 fois 3 heures. Et quand je suis arrivée pour la troisième séquence, c'est-à-dire on démarrait la 7e heure, le témoignage d'un des enseignants m'a profondément bouleversée et je vous l'offre comme repère. Après, vous en ferez bien sûr ce que vous voudrez. Il me disait combien il avait été complètement scotché parce qu'il avait pris l'habitude le matin de faire ce qu'on appelle la météo intérieure, et c'est-à-dire que chaque matin, c'était un enfant différent qui demandait aux autres et à lui-même, l'enseignant, comment il allait. Et puis, pendant ce tour-là, eh bien, il y a une petite qui dit, moi aujourd'hui, je suis triste parce que je pense à ma maman qui est morte, et ben, je voudrais être tranquille à la récréation toute seule sur le banc. Donc lui, il a eu un petit moment comme ça en disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Mais l'enfant qui faisait la météo intérieure, comme il a vu qu'il n'y avait pas plus que ça, voilà, hop, il a passé la parole à l'autre et ils ont fini le tour. Et donc lui, il a dit, oh là, je me suis souvenu cet art de ne rien faire, juste d'écouter. Et donc il a été surpris à la cour, il s'est dit quand même, je vais observer ce qui se passe. Et il a vu cette petite fille sur son banc qui était tranquille, qui, de son point de vue, avait l'air très recueillie. Elle était en CE1, donc j'imagine qu'on a 7 ans, entre 7 et 8 peut-être. Et puis quand elle est revenue de la récréation, il lui a dit « Comment tu vas ?» dans la classe. Elle a dit « Ben voilà, je voudrais dire merci à tous mes copains et mes copines parce que j'ai été tranquille. Et puis maintenant, je voudrais leur demander autre chose parce que je voudrais leur dire qu'après la récré de la cantine, je voudrais jouer avec d'autres copains. » Et en fait, il a observé, et après la cantine, il y avait toute la classe qui s'est regroupée autour d'elle. Et de regarder comment les enfants ont cette capacité à déposer les choses, et à certains moments, ça suffit. Arrêter de croire qu'il y a quelque chose à faire, y compris avec, par exemple, quelque chose qui peut être le deuil. Tout en sachant quand même que si vous accueillez des collègues ou des enfants ou des parents qui ont vécu un deuil, de ne pas être dupe qu'il y a des étapes dans le deuil. Parce que l'enfant, le collègue ou le parent, il peut être dans le déni, c'est-à-dire qu'on refuse cette idée que la personne soit partie. Peut-être il y en a qui seront dans la conscience de dans l'émotion de la colère, vous voyez, avec la conscience de la réalité. Et donc, comment est-ce que j'accueille la colère? Je vais prendre ce temps avec l'enfant ou le collègue, là je vais prendre l'exemple de l'enfant, pour lui dire qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis que
je ne sais pas, par exemple, admettons, l'autre jour, j'ai écouté une émission où c'était un petit garçon qui parlait de son papa qui était mort, et il était infirmier, il avait chopé le Covid à l'hôpital. Eh ben, si moi j'étais l'enseignant de cet enfant et qu'il était en colère au moment où il arrive, je lui dirais, qu'est-ce que tu te dis que ton papa il aurait dû faire ou pas faire, ou que ta maman elle aurait dû faire ou pas faire, ou les médecins, ou toi. Vous voyez, dans la colère, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de place pour les jugements sur ce qu'on aurait dû faire ou pas faire, dire ou pas dire, nous ou les autres. Et donc d'avoir cette conscience que il est important d'accueillir la colère avec qu'est-ce que tu te dis que les autres auraient dû faire ou pas faire, dire ou pas dire, jusqu'à épuisement de cette poche de on aurait dû faire. Et là, il y a une émotion nouvelle qui va arriver et qui va être le témoin d'un besoin. Donc, première étape, ça peut être du déni. Voilà, je suis sous le choc et je ne veux même pas croire que c'est possible que cette personne soit partie. Je peux être en colère avec la conscience de la réalité. Et puis après, il y a peut-être des enfants qui vont arriver dans une profonde douleur, une profonde déprime et qui n'auront aucun moyen de faire quoi que ce soit parce que là, ils sont en train de vivre le chagrin à la mesure de ce qui est nécessaire de faire comme deuil au sens de pouvoir être accueillis dans cette tristesse et d'avoir des espaces où ils vont pouvoir pleurer sans qu'il y ait le moindre jugement qui soit posé sur les larmes. Juste cet accueil inconditionnel. Et bien sûr, en fonction de l'âge, et là je fais un clin d'œil à Catherine Guéguin, autour de comment est-ce qu'on peut consoler, rassurer, bercer, entourer les enfants pour lesquels, et là c'est vraiment, ça passe par un contact physique, et ça j'en prends la responsabilité, prenons nos enfants, les élèves dans les bras, quand ils vivent des chagrins, quelle que soit l'intensité du chagrin, parce que ça, c'est un profond réconfort et ça fait du bien à la construction de leur cerveau. Et puis une autre étape du deuil, eh bien, c'est l'acceptation. Il y a comme quelque chose qui entre dans, oui, effectivement, eh bien, cette personne est partie et je ne peux pas faire autre chose que de l'accepter. C'est-à-dire que la vie, elle va reprendre un cours avec la conscience que la personne est partie. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez précise sur les étapes du deuil. Et puis, ça va pouvoir vous allez pouvoir être amené aussi à accueillir des angoisses. Alors, comment est-ce qu'on parle du virus? Et là, je fais un parallèle, un petit clin d'œil à un post de Catherine Guéguin, justement, hier, qui alertait sur la responsabilité que nous avons, nous les adultes, de ne pas surajouter de l'angoisse sur des cerveaux d'enfants qui n'ont pas la maturité pour absorber ces angoisses-là. Pourquoi? Parce qu'un cerveau angoissé, eh bien, il fabrique du cortisol, il fabrique, bref, des neurotransmetteurs qui ne soutiennent pas le développement complet du cerveau. Et que plus un enfant baigne dans la bienveillance, plus il fabrique de l'ocytocine et plus toutes les fonctions de son cerveau se développent. Alors, je n'ai pas de prétention en neurosciences, hein. Je vous invite à lire tous les livres de Catherine Guéguin et puis des autres chercheurs, mais juste de nous alerter sur comment est-ce que je peux, dans mon rôle d'adulte, ne pas surajouter d'angoisse à des cerveaux qui ne sont pas équipés du tout comme ça. Et donc, parler du virus, oui. Voilà, dire voilà, il y a un virus, pour l'instant, voilà, il fait ça. Et puis là, voilà, on va essayer de rester à distance, on se mouche dans le coude, on se lave les mains. Mais voyez, comme de reprendre notre fonction d'adulte qui protège le cerveau des enfants. Et puis, il y aura aussi, et j'aime bien cette idée, l'idée d'accueillir des enfants pour lesquels, eh bien, ça va être difficile, justement, cette séparation avec ce milieu familial qui aura été tellement cocooning pour eux, et de regarder, eh bien, de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Comment est-ce qu'ils pourraient retrouver toute la sécurité, peut-être, qu'ils avaient avec leurs parents à l'école, et puis de les mettre en co-création, je dirais, des solutions qui leur semblent bonnes pour eux. Et puis le dernier point que je voudrais vraiment noter, c'est autour de la joie. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir être accueilli dans la joie comme dans la tristesse. On a autant besoin de recevoir d'empathie pour les moments qui ont été joyeux que pour ceux qui ont été tristes. Parce que si vous n'accordez que du temps aux choses qui ne vont pas, eh bien c'est comme si quelque chose dans l'inconscient collectif finit par comme
j'ai de l'attention seulement dans les moments où ça ne va pas. Et donc de regarder comment, en tant qu'éducateur, on peut essayer le plus souvent possible, quand c'est possible bien sûr, d'assurer cet équilibre entre ce qui est OK et ce qui n'est pas OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, Catherine, par rapport à l'accueil des élèves? Je regarde l'heure, 42. Je n'entends pas Catherine, donc je me dis peut-être qu'il y a un truc technique qui se passe. Voilà. Ah, voilà. Oui, te partager des réactions qui arrivent sur cette notion de prendre les enfants dans les bras, avec à la fois, oui, l'importance. Une personne qui dit, c'est Audrey qui dit, moi j'ai attendu d'avoir 40 ans pour m'autoriser à prendre les élèves dans mes bras, quand même confier ce genre de drame. Et puis là, il y a toutes les questions autour de, oui, mais avec la distanciation sociale, comment on fait? Voilà, là, on ne va pas pouvoir les prendre dans nos bras. Figurez-vous que c'est une vraie question que je me pose, hein, moi aussi. Hein. Et il y a tellement de choses différentes entendues sur le fait que les enfants soient moins porteurs et que si les adultes sont dans des vêtements propres, etc. Je suis interpellée par rapport à ça, je reconnais. Euh, Parce que je ne voudrais pas être à l'origine de drame, de dire, voyez, il faudrait faire ci ou ça, et que c'est des conséquences. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut développer cette capacité à consoler, à bercer d'une manière qui ne prenne pas de risque? Et j'imagine que là, c'est la créativité qui va opérer. Moi, je crois que je demanderais aux enfants ce qu'ils aimeraient recevoir, en sachant que moi, je leur partagerais que à un moment, je pourrais les serrer peut-être dans les bras autant que possible, et que là, si c'est pas possible parce que je vois que c'est vraiment à risque, regardez qu'est-ce qui leur ferait du bien pour être consolés. Et peut-être ils auront des idées, eux. Mais j'avoue que là, je crois que je serais un peu, je suis en interrogation par rapport à ça. Hmm. Est-ce que tu vois des gens qui proposent des choses déjà là sur le... Ben, pour le moment, c'est plutôt des partages justement d'enseignantes qui sont avec des petits Hmm. et qui s'inquiètent justement de toute cette distanciation sociale qui n'est pas habituelle et qui, rien qu'en elle-même, va être un élément difficile à vivre pour les enfants et qui s'inquiètent de l'impact pour eux. Ouais. C'est dommage qu'avec du recul, je me dis, tiens, j'aurais dû inviter Catherine pour ce webinaire, parce qu'hier, elle se positionnait vraiment comme ne rajoutons pas d'inquiétude là où il n'y a pas à en avoir. Et elle était assez ferme sur, enfin, je ne voudrais pas interpréter, mais c'est comme si elle voyait moins de risques de transmission avec les petits, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas eux qui sont le plus touchés. C'est exceptionnel. Mais je ne voudrais pas outrepasser mes fonctions. Mm, mm. Alors, il y a plusieurs réactions sur vraiment le dire, le nommer. Voilà, vraiment, mon envie, ça serait ça, de te prendre dans les bras. Et on pourrait, il y a même la proposition d'imaginer. Ouais. Imaginons qu'on le ferait, puisqu'on sait que le cerveau, il se passe la même chose quand on imagine que quand on le fait réellement. Ou bien, effectivement, proposer de se faire un auto-câlin, Hein. de prendre un objet, un gros doudou aussi. Alors, Voilà. en sachant qu'il n'y a pas le droit des trucs en peluche et tout ça dans les écoles. Mais effectivement, moi, je leur montrerai comment je m'endors, par exemple, quand je veux m'accorder de la douceur. Par exemple, moi, je suis capable de m'endormir comme ça. Et peut-être, effectivement, je pourrais leur montrer des pistes en attendant que ce soit possible de vraiment serrer très fort. Donc, merci pour votre soutien, les amis à l'autre bout de la chaîne. Il y avait aussi une proposition de faire un câlin, je pense, l'élève étant dos à nous. Et comme ça, on n'est pas face à face, quoi. Voilà, il y a moyen peut-être. Voilà, il y avait cette proposition. Dessiner un cœur sur la main de l'enfant. Est-ce qu'avec les masques, on ne pourrait pas se toucher? Voilà, ça revient beaucoup les autocâlins, les automassages. Pour plusieurs demandes, je l'ai fait par écrit, mais je le dis à l'oral. Hein, plusieurs demandes sur le lien de l'intervention de Catherine Guéguin
là, je ne peux pas vous le donner directement, mais en fait, c'est sur sa page Facebook. Ouais, c'est sur Voilà. son post Facebook. Elle a mis un long commentaire hier. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, c'est... Ah, mes élèves ados aiment bien les châles ou les couvertures pour se rassurer. Voilà, il y a beaucoup l'idée de se faire un câlin et on pourrait se faire un câlin à soi-même tous en même temps, par exemple. Hmm. Ou bien il y avait aussi que l'enseignante ait elle-même une peluche à elle et puis qu'à chaque fois, elle fasse un câlin en nommant, en disant ben là, c'est le câlin que je veux faire à Nicolas ou à. Voilà. Alors j'aime beaucoup parce qu'on est exactement en train de vivre le processus de cette communication non violente où Marshall disait, en fait, une fois qu'on est dans le besoin, en fait, il y a juste à développer la créativité des ressources. Et ensemble, je vois que là, il y a plein de choses qui émergent et ça me ravit. Donc j'aime beaucoup être celle qui initie un mouvement et à partir que vous vous appropriez et à partir de là, waouh, Inch'Allah baby, on a ouais, je dirais l'abondance des stratégies. Et puis là, il y a un partage qui va nous permettre aussi de passer peut-être à un autre point qui est le soutien pour soi aussi. J'ai un élève qui a perdu son frère pendant ce confinement. Ce qui me fait peur, c'est de fondre en larmes avec lui. Et j'ai peur que ça le mette mal à l'aise. Mm. Oui, alors cette grande question de la vulnérabilité, parce qu'il y en a certains, effectivement, où vous connaissez déjà la réalité de ce que certains de vos élèves ont vécu, et puis il y en a pour lesquels ce sera certainement une découverte, et de regarder que tant qu'on croit qu'on est responsable des émotions des autres, il y a quelque chose qui peut chercher à se contenir. Encore plus si on dit, ben, c'est l'adulte, je suis l'adulte. Et en même temps, essayez de vous souvenir d'un moment où vous avez eu affaire à un adulte qui était lui aussi touché par ce que vous viviez et de regarder, est-ce que déjà ça ne vous a pas donné une forme d'empathie? Si les larmes arrivent, qu'est-ce qui ferait que vous seriez tenté de vous faire violence pour les contenir? Pour répondre à des images de un adulte, c'est comme ci ou c'est comme ça. Pour moi, ce qui m'inspire à ce moment-là, c'est de prendre la responsabilité de votre émotion, de dire, hé, regarde, moi aussi, j'ai le système d'arrosage automatique qui se met en route et ça n'a rien à voir avec toi. Je vais aller regarder où ça me touche. Je vais te dire en fait ce qui est présent pour moi. Je vais te dire là tout de suite de quoi j'ai besoin. Parce que j'imagine qu'on n'est pas tous touchés dans le même lieu si un des élèves nous annonce le départ de son frère. Et de regarder, c'est quoi mon besoin juste là quand je pleure et que je viens d'entendre que cet élève a perdu son frère pendant ce temps de confinement. Peut-être que mes larmes, elles parlent d'un besoin d'accueillir mes propres peines pour quelque chose. Peut-être ça peut parler d'un besoin peut-être d'envie de contribuer à quelque chose. Ouais, parce que peut-être je me raconte qu'il faudrait que je fasse quelque chose pour cet élève et que je suis démunie et que je suis tellement démunie que je peux en pleurer. Oui, de regarder si le système d'arrosage il se met en route, c'est la vie. Alors est-ce qu'on réfrène la vie ou est-ce qu'à un moment, eh ben, justement, on expérimente devant nos élèves la réalité de ce qui nous traverse et puis peut-être que c'est une occasion à ce moment-là de leur dessiner le petit bonhomme en disant, tu vois là, ben, il y a une émotion et je sais qu'elle parle d'un truc important chez moi, au même titre que quelles que soient les émotions que toi tu vis, eh ben, on va aller regarder de quoi ça démarre. Vous voyez, comme une occasion eh bien, de pouvoir montrer une autre voie d'appropriation des émotions au service de la vie et de l'autonomie. On a vu, hein, je me sens schmilblick, ça parle de quelque chose et hop, je fais une demande pour me rendre la vie belle. Donc voilà ce qui me vient. En tout cas, moi, je suis opposée au fait de contenir sous prétexte que la fonction, sous prétexte que je ne crois pas qu'à moyen et long terme, on soit inspirant en faisant ça.
Et puis peut-être que si vous imaginez que ça prend une forme, ça pourrait prendre une forme tellement importante que vous auriez du mal à gérer, peut-être dire, oh là là, je vois que je suis tellement touchée, juste, eh ben, je vous laisse peut-être avec, entre vous, en fonction de l'âge ou avec la TSEM avec laquelle je travaille habituellement, juste je prends 5 minutes pour respirer et revenir et vous partager ce qui m'a traversé. Donc voilà en live ce qui me vient. Est-ce qu'il te vient autre chose, Catherine? Dis-moi. Euh, oui, toute la notion dont on voulait parler, qui est l'importance de recevoir du soutien pour soi, pour pouvoir être vraiment disponible pour accueillir tout ce qui va se passer. Et là, j'entends ça par rapport à, par exemple, la personne qui disait, je sais déjà qu'il va y avoir ça, donc est-ce que je peux déjà recevoir une écoute empathique pour moi, pour aller voir qu'est-ce que ça me fait? Et tout ce qui a été déposé avant, ça libère de l'espace pour accueillir. Et je vois qu'il y a aussi un partage autour de... mes larmes parleraient d'un besoin de justice et de la colère que j'ai contre la politique du gouvernement qui a été mise en place pour gérer la pandémie. Et je ne peux pas partager ça à une classe. Et donc, pour moi, c'est important de pouvoir aller déposer ça avant. Mm. Tu veux reprendre ça? Oui, justement, parce qu'on se disait avec Catherine en préparant combien, en fait, sur le temps, là, le temps aussi court qu'il soit avant la reprise, quel que soit, parce qu'il y en a qui vont reprendre bientôt, et peut-être il y en a qui ont déjà repris, que vous donnez les moyens d'expérimenter ce qu'est une écoute empathique avec la plateforme d'écoute gratuite pour recevoir, vous, le goût de ce que ça a, cette écoute, pour à votre tour pouvoir l'offrir. Et que si vous arrivez tellement en colère en disant ouais, ça va pas, et à la façon dont ils l'ont géré, j'imagine que ça va avoir un impact au niveau de l'attitude par rapport aux enfants. Et de regarder à quel moment je prends la responsabilité de l'intensité de mes émotions pour y voir clair, pour pouvoir à mon tour accueillir l'intensité des émotions, peut-être des parents qui vont trouver que aussi ça ne leur correspond pas, cette façon dont ça a été géré. Mais si vous, vous avez reçu cette écoute, c'est comme si ça vous permettra de pouvoir l'offrir depuis un champ d'expérimentation plutôt que depuis un champ de l'intellect. Et ça, je crois beaucoup au fait d'expérimenter cette écoute pour pouvoir l'offrir. C'est plus simple de mon point de vue, hein. C'est mon expérience en tout cas. Et que, en préparant, on voyait avec Catherine combien à l'éducation nationale, c'est pas une habitude finalement, cette notion du soutien entre pairs. C'est comme si quand on devient enseignant, il faut savoir, il faut se débrouiller et reconnaître qu'il y a des moments où c'est plus difficile, ce serait, je sais pas, vécu comme, je sais pas, une sorte d'incompétence. Là où dans des tas d'autres secteurs, eh bien, on vit des moments d'analyse de pratique, on vit du soutien entre pairs. Moi, j'ai été infirmière tous les matins pendant les transmissions. On se disait comment ça allait, comment on avait vécu les choses la nuit, le jour. Et à tel point que quand je suis arrivée à l'éducation nationale, j'étais tellement étonnée, et il y a 15 ans, 20 ans peut-être maintenant, j'avais constitué un groupe d'analyse de pratique professionnelle pour les enseignants, mais tellement je me disais, mais à qui ils parlent quand ça ne va pas? Alors oui, ils venaient à l'infirmerie, mais moi, a priori, j'étais plus au service des élèves. Et donc, je me souviens que ça avait créé comme une sorte d'étonnement. Et donc, c'est comment vous allez, dans les endroits où vous êtes, instaurer cette culture du soutien mutuel. Oui, quels que soient nos postes, quelles que soient nos compétences, il y a des moments où on peut ne plus y arriver, qu'on soit ATSEM, enseignant, chef d'établissement et inspecteur. Donc, à quel moment il y a des cellules qui sont créées de soutien mutuel et ou de groupes d'analyse de pratique. Et donc, pour nous, pour préparer cette reprise, ça passait aussi par cette conscience-là, que vous êtes souvent bien plus isolé que ce qui serait nécessaire et qui a certainement à créer ces cellules d'écoute. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Catherine? Au moment où je partageais juste après, il y a aussi Raphaël qui a témoigné, qui est chef d'établissement et qui dit « Je me sens de plus en plus fragile face à toutes ces responsabilités, donc vulnérable et pas prête à réceptionner toutes les émotions et les peurs des autres. » Et surtout que l'institution n'arrête pas de nous rappeler que nous sommes le chef. Et j'ai envie de dire que, encore une fois, là aussi, plus je vais avoir à écouter les autres, plus c'est important que j'ai de l'écoute pour moi. Et on n'est pas du tout habitué à cette culture et on vous invite vraiment à utiliser l'espace d'écoute qu'on a créé
il va continuer au-delà du confinement. Nos bénévoles sont d'accord de continuer parce qu'on sait qu'il va y avoir besoin de soutien là dans la reprise. Et on vous invite vraiment à expérimenter et n'hésitez pas. Moi, je dis souvent, même en temps normal, quand on est enseignant, on devrait pouvoir bénéficier d'au moins une demi-heure d'écoute empathique tous les soirs. Parce que toute la journée, on a accumulé des choses. On n'a pas cette culture-là. Donc, n'hésitez pas à aller demander de l'écoute avant, et puis vous passez une journée d'accueil de tout le monde, et puis le soir, demandez un espace d'écoute pour vous. Il y a besoin de ce soutien pour nous-mêmes, pour tenir, pour pouvoir accompagner les autres. Oui, merci de le préciser. Alors, est-ce qu'on partage la suite, Catherine, hein, sachant qu'il est 17h57 ? Donc, on vous annonçait en début de ce 5e webinaire que c'était le dernier sous cette forme, puisque a priori, la reprise est aux alentours du 11 mai. Et puis en même temps, en entendant les différents retours des uns et des autres sur votre envie de continuer à être accompagné, on a eu envie de vous proposer différentes choses qui seraient, donc on est en construction, un webinaire, par exemple, une fois par mois sur une thématique avec un nombre d'inscrits illimité et où ce serait un peu cette forme aussi avec des questions-réponses. Et puis, on a entendu aussi le fait que certains aimaient bien l'idée d'un accompagnement, un suivi par petits groupes. Et là, notre intention, ce serait de proposer aussi des rencontres une fois par mois, je crois. C'est ça, Catherine, parce que des moments, je me perds un peu dans toutes les propositions. Une fois par mois, par secteur, donc primaire, collège, lycée, chef d'établissement, inspecteur, donc en petits groupes et où ce serait interactif, je dirais un peu comme ce que moi j'ai mis en place il y a 20 ans, mais des groupes d'analyse de pratiques professionnelles à partir de cas concrets et où on vous accompagnerait avec la vision de ce que la CNV nous permet. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Catherine ? Non. Je suis en train de répondre par écrit à quelques questions en même temps. En sachant qu'à la fin de ce webinaire, vous allez avoir un questionnaire justement pour continuer à nous aider à affiner quelles propositions on va vous faire dans l'après. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. 17h59, là je m'épate pour ceux qui me connaissent en stage, je deviens presque ajustée pour les horaires. En fait, je vois qu'il y a un petit bout où ça fait « Ah bon, il n'y en aura pas mardi ?» Bon, comme si je m'étais habituée d'une certaine manière à vous rencontrer, même si je ne vous vois pas. Mais c'est comme si c'était devenu un petit rituel. Je vois que ça me pince un peu au cœur, mais ce pincement, je sais d'où il part. Hein. C'est toujours ce truc qui dit, moi j'ai tellement reçu, j'ai tellement eu la chance d'aller au contact des stages, des gens qui m'ont apporté, qu'il y a un truc chez moi qui dit, ah ouais, je veux l'offrir à ceux qui veulent parce que ça n'a pas de prix que d'avoir les moyens d'être en relation de qualité et après où ça permet de transmettre. Hein. Et j'ai vraiment, je fais le vœu de vous retrouver d'une manière ou d'une autre sur des chemins et je ne sais pas quel chemin ça prendra. Peut-être dans les formations initiales, peut-être ailleurs. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, en lisant vos retours, me fait croire qu'on a une place à prendre pour soutenir les enseignants, les chefs d'établissement, les ATSEM, les inspecteurs dans la qualité de la relation. Ouais. Alors, merci aussi pour tous vos retours parce que je crois que ça a alimenté la pompe pour moi de la motivation, même si elle se met facilement en route quand il s'agit d'offrir. Ouais. Et puis, si vous avez reçu et que vous avez envie de nous offrir, eh bien, vous pouvez aller aussi sur le site pour faire des dons, alors ponctuels ou réguliers. Je crois beaucoup au fait que ce processus réouvre cet élan en fait de contribution et que si un jour on devenait tellement riche à des clics, parce que peut-être vous connaissez des milliardaires qui s'ennuient et qui ne savent pas comment donner du sens à leur vie, j'aimerais vous dire que pour nous, ce serait l'occasion d'accompagner des lycées entiers ou des secteurs entiers pour découvrir en quoi la CNV peut être soutenante pour l'éducation. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça et de vous remercier du fond du cœur pour ces moments en tout cas que j'ai vécu grâce à vous.
Catherine, est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on mette notre Oui, écran? alors dire qu'il y a beaucoup de retours, de remerciements et de dire que c'était aussi un rituel le mardi qui les soutenait beaucoup. Dire aux personnes, il y a plusieurs personnes qui disent mais j'ai jamais pu récupérer les documents. Alors les documents sont sur notre site. Vous allez sur le site de Déclic, CNV Éducation. Est-ce que Léa, je vois que Léa souvent met le lien, et donc est-ce que Léa, tu veux bien mettre le lien? Vous allez dans nos actions, il y a webinaire, et dans la page webinaire, vous retrouvez tous les webinaires, les liens pour aller sur YouTube et les liens pour télécharger les documents. Voilà. Merci beaucoup, Léa a mis le lien. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ceux qui sont tellement à l'aise avec la technique. J'adore. Je vois que c'est de la complémentarité pour moi. Voilà, il y a des demandes. Est-ce qu'on va maintenir les formations de l'été? On a bien envie de maintenir les formations de l'été. Et puis, on est en attente de voir voilà, ce qu'on va pouvoir faire. Et puis, par rapport à ce que tu proposais là, des groupes d'analyse de pratique ou des webinaires mensuels, il y a eu des retours aussi que ça enthousiasmait plusieurs personnes. Voilà ce qu'il y a. Ouais, donc si ça vous plaît, eh bien, on remontera les manches pour voilà, co-créer quelque chose qui vous soutienne. Vraiment, c'est notre intention à Déclic depuis le départ. Et ça fait 10 ans qu'on cherche à œuvrer pour le soutien à ce que les éducateurs que vous êtes ayez les moyens de vivre la beauté de vos intentions pédagogiques. Parce que ça, s'il y a un truc dont on n'a jamais douté, c'était bien ça, la beauté de vos intentions, mais de vous en donner les moyens dans les moments où c'est un peu plus difficile. Donc, merci à tous. Et Aurélie, ouais, je suis d'accord pour l'écran, si tu veux bien, de fin. Alors, je m'en occupe. Ah, c'est toi qui t'en occupes. Et donc, merci aussi de remplir le questionnaire qu'Aurélie va vous envoyer incessamment sous peu, bientôt, je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir été là et puis à très bientôt.